On va poursuivre avec notre deuxième table ronde consacrée à Horizon Europe, qui veut mettre un programme plus simple, plus réactif, plus directement orienté vers des résultats sensibles, tangibles, aussi bien dans le domaine de la connaissance, de la technologie, mais aussi ayant un impact fort sur l'économie, sur la société. On va explorer les enjeux du programme Horizon Europe avec Jean-Éric Paquet. Monsieur Paquet. Il arrive. On est allé le chercher, donc tout va bien. Jean-Éric Paquet, je vais vous le présenter. C'est le directeur général recherche et innovation de la Commission européenne. Et donc je crois qu'il est vraiment très bien indiqué pour s'exprimer sur ce sujet. Monsieur Paquet, vous êtes attendu sur scène. Je vous ai annoncé, vous allez être applaudi tout de suite. Alors, il est prévu que vous exprimiez pendant une vingtaine de minutes. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, je vous passe le micro. Très bien. Et c'est à vous. Merci beaucoup. Je suis très heureux de pouvoir participer aux Étoiles de l'Europe. C'est quand même un très beau titre hein, pour un événement ici à Paris. Et qui est donc un événement qui célèbre la recherche française dans la recherche européenne. Et je suis déjà très curieux de voir à qui iront ces magnifiques trophées tout à l'heure. C'est des projets assez extraordinaires tout à l'heure. C'est vrai. On va découvrir, ouais. Très bien, et je ne les connais pas non plus, hein. Donc je m'en réjouis. Voilà, ce que je me proposais de faire en introduction, et ce qui m'intéresserait très franchement aussi, ce serait peut-être de pouvoir dialoguer avec la salle, parce que vous êtes la recherche européenne, vous êtes chercheur en France ou organisme de recherche, où vous gérez de la recherche dans les entreprises, mais vous êtes donc la recherche européenne. C'est vraiment de vous entendre à la fois sur votre expérience de la mise en œuvre d'Horizon 2020, peut-être encore du 7e programme cadre, mais surtout d'Horizon 2020, que vous me disiez peut-être quelle est votre expérience des efforts qu'on a fait pour mieux travailler avec nos partenaires, pour vous aider à préparer des projets, pour vous guider davantage sur les questions de participation, les questions juridiques, enfin toute cette question de l'expérience du participant, notamment dans notre effort de simplification, est pour moi un point pas très politique, mais très important, et très important aussi aujourd'hui, alors que se négocie évidemment la nouvelle proposition Horizon Europe, dont je vais vous parler, mais où se négocie surtout le futur budget européen, le cadre financier pluriannuel, dont vous savez que la discussion est assez difficile parce que la proposition de la Commission, même si elle est perçue par les 27 États membres comme un très bon point de départ, et dans une mesure par le Parlement aussi, même si ce dernier est beaucoup plus ambitieux, elle reste une proposition qui est très contrainte, en particulier par le départ du Royaume-Uni, qui fait que le budget européen va être un tout petit peu plus onéreux pour les contributeurs nationaux. Et donc la question des choix budgétaires et des arbitrages budgétaires sera une discussion qui sera hautement politique et certainement assez difficile. Et dans ce contexte-là, la recherche européenne est traditionnellement à la fois dans une position très forte, puisque on a maintenant 8 programmes cadres derrière nous, donc vous êtes des milliers à avoir porté des projets européens de recherche et à avoir fait l'argument de la valeur ajoutée des programmes européens. Mais elle a aussi le point faible d'être un programme très bien doté parmi d'autres et d'être un programme où le principe d'excellence en organise l'utilisation. Il est donc difficile pour les États membres de savoir au début de la mise en œuvre d'un programme où se situeront ses propres participants en cours de route et à la fin du programme. Donc la participation des États membres à Horizon Europe, elle est difficile à déterminer. Et dans une négociation budgétaire, c'est toujours un tout petit peu compliqué. Donc je voudrais vous encourager, si vous me le permettez, à non seulement dire que la recherche européenne a besoin d'être dotée de financement, qu'elle structure, qu'elle facilite, qu'elle enrichit la recherche nationale, mais aussi de vous engager dans ce débat plus public sur le budget européen, qui est d'abord un débat sur les priorités publiques de l'Union européenne,
où je pense que la France dit très clairement que l'innovation et la recherche doivent être une priorité, mais où je pense que les chercheurs et les innovateurs doivent aussi participer dans ce débat public plus large sur le futur de l'Europe et donc sur ce budget européen. Alors, sur Horizon Europe, je veux dire quelques mots sur Horizon Europe. Donc, je fais ça avec grand plaisir aujourd'hui, puisque la semaine dernière, le Conseil des ministres, avec Madame Vidal et ses homologues, a trouvé un accord sur le programme cadre, donc a confirmé dans une très très large mesure la proposition de la Commission européenne, qui a été faite le 7 juin. Donc, en moins de 6 mois, les ministres ont trouvé un consensus pour établir leur position, ce qui, j'espère, permettra au début de l'année prochaine, lorsque les ministres auront complété le travail avec le programme spécifique, donc la deuxième partie du dispositif juridique, lorsqu'ils auront établi leur position sur le programme spécifique, d'engager à ce moment-là le travail avec le Parlement européen. Donc ça a été une discussion qui a duré une grande partie de la journée jusqu'en début de soirée, mais où la structure, globalement, la structure du programme Horizon Europe a été confirmée, avec d'abord ce pilier extrêmement important sur la science ouverte, où vous trouvez le dispositif à la fois d'excellence et de mobilité, donc le Conseil européen de recherche, les bourses Marie Skłodowska-Curie et les infrastructures de recherche. Donc ce premier pilier n'a pas été discuté par les ministres parce que dans la phase préparatoire, un consensus a émergé presque tout de suite sur la qualité du dispositif existant aujourd'hui, que la Commission a largement reconduit dans sa proposition d'Horizon Europe. Donc le Conseil européen de recherche en particulier reste vraiment au cœur du programme cadre, à la fois parce qu'il a prouvé son impact dans la qualité de la recherche européenne. Le Conseil européen de la recherche promeut l'excellence et j'allais dire aussi, et peut-être en particulier en France, vous êtes des chercheurs qui réussissaient particulièrement bien dans l'ERC. Vous avez un taux de réussite très, très nettement supérieur au-dessus de la moyenne. Et la recherche française a beaucoup investi dans les subventions du Conseil européen de recherche et je pense en profite aussi pleinement pour développer de la recherche de pointe, de la recherche souvent en rupture aussi et de la recherche de très grande qualité. Ce qui s'observe ici en France s'observe partout dans l'Union européenne et le Conseil européen de recherche est vraiment le phare de la recherche européenne. Et si vous me permettez cette formule, le Conseil européen de la recherche dit au monde entier que la recherche excellente se fait en Europe. Et ça depuis maintenant presque 10 ans, ce qui a permis d'ailleurs à beaucoup de chercheurs dans le monde entier de venir en Europe, et beaucoup, peut-être certains dans la salle, de chercheurs français et européens qui ont à un moment travaillé en dehors de l'Union européenne, de revenir avec ces bourses du Conseil européen de recherche. Donc un grand succès que la proposition propose de continuer avec un budget très sensiblement augmenté, ce que les ministres ont confirmé à leur tour. Les ministres ont également confirmé le pilier innovation, celui où la Commission propose de créer un Conseil européen de l'innovation, ce qui rejoint les discussions en France et dans d'autres États membres. Avec Susanne Neuberger tout à l'heure, on parlera certainement des travaux en Allemagne aussi sur l'innovation et sur l'intelligence artificielle. Et le Conseil européen de l'innovation est vraiment l'une des nouveautés les plus visibles dans le 9e programme cadre, dans Horizon Europe, et celui porté par le commissaire Carlos Moedas depuis maintenant quelques années, sur la base de l'analyse qu'aujourd'hui en Europe, nous avons des dispositifs presque partout en Europe de qualité permettant l'émergence d'idées, d'innovations, de start-up. Il y a autant de start-up en Europe qu'ailleurs dans le monde, c'est vraiment pas ça la difficulté. Mais qu'en revanche, et en particulier pour ces innovations de rupture qui sont à l'interface entre le digital, l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle, ce que vous appelez, j'espère aussi, le deep tech, donc la bio-ingénierie, l'ingénierie notamment, que pour ces innovations de rupture, il n'y a pas de dispositif permettant à ces innovateurs de grandir. Le scaling up, c'est vraiment l'enjeu en Europe, puisque ce scaling up soit ne se fait pas du tout,
beaucoup de nos startups ne grandissent pas, soit il se fait sur les marchés financiers américains, soit souvent aussi ces entreprises sont rachetées tôt par des grandes entreprises non européennes et très souvent asiatiques. Donc le Conseil européen de l'innovation n'est pas la seule réponse à cet enjeu, mais c'est un dispositif qui à la fois remplit un vide de politique publique. Ces dispositifs n'existent pas dans les États membres, en tout cas pas à l'échelle où le Conseil européen de l'innovation se propose d'intervenir. Ils sont en train de se mettre en place en Allemagne et en France. Et d'ailleurs, je salue fortement la concomitance de l'effort national et européen. Je pense que cela permettra aux dispositifs qui sont en train de se construire d'être cohérents avec le Conseil européen d'innovation, et à l'inverse, le Conseil européen d'innovation au niveau européen peut être complémentaire de ce qui est en train de se préparer au niveau national, mais à l'échelle européenne, et avec cet effet de taille, les dispositifs n'existaient pas au niveau national, en particulier à nouveau pour ces entreprises d'innovation de rupture où la recherche reste à financer. Elle est donc par nature trop risquée pour le financement privé, et donc les financements publics sont entièrement justifiés. Et donc le Conseil européen de l'innovation, et notamment son accélérateur, mettrait à disposition des financements très significatifs sous forme de subventions, mais mariés immédiatement avec des financements, sans doute sous forme de prise de participation, pour permettre à l'innovateur immédiatement d'avoir la possibilité de compléter son effort de recherche avec cette subvention, mais d'être aussi par la prise de participation équipé pour le moment venu, lorsque la recherche aura progressé, le risque aura diminué, de commencer à grandir, soit sur les marchés des capitaux européens, soit en utilisant d'autres ressources, peut-être celle du plan d'investissement ou de son successeur InvestEU. Donc c'est ça la logique du Conseil européen de l'innovation et de son accélérateur, qui a été endossé aussi par les ministres et fortement salué par les ministres, y compris, si elle me le permet, par Madame Vidal. Ce Conseil européen de l'innovation, on va le tester avant Horizon Europe. Donc le Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement qui en ont débattu au mois de juin ont demandé à la Commission de préparer une phase pilote. Donc on est en train d'y travailler. Et le calendrier est que la phase pilote devrait s'amorcer en mars-avril 2019 avec des premiers appels à propositions, à la fois des appels à propositions qui seraient tout à fait bottom-up, donc on dira aux innovateurs de rupture en Europe, venez nous dire ce que vous faites et où un financement européen accompagné d'une prise de participation peut vous aider. On le fera aussi de manière plus stratégique, parce que c'est aussi ça le débat de l'innovation de rupture, en identifiant notamment l'intelligence artificielle, à nouveau en complémentarité avec ce qui se fait en France, en Allemagne et aussi dans d'autres États membres, pour que nos innovateurs viennent aussi dans ce domaine en particulier. Donc ça, c'était le volet Conseil européen d'innovation et le volet innovation du programme Horizon Europe. Il y avait évidemment beaucoup de discussions très techniques sur ce volet-là pour trouver un consensus entre ministres, mais je pense que le résultat auquel les ministres sont parvenus est un bon résultat et permettra à ce Conseil européen d'innovation d'avoir l'impact qu'on imagine, en tout cas que nous avons imaginé en présentant la proposition. Et enfin, les ministres ont discuté évidemment aussi beaucoup de la recherche liée aux grands défis de nos sociétés, à notre compétitivité industrielle, dans ce fameux pilier 2 de la proposition Horizon Europe, qui est le pilier le mieux doté, le plus classique aussi, celui de la recherche collaborative et de la recherche plus industrielle, que vous connaissez bien. Là, la discussion, elle a été d'abord sur la structure de ce pilier, avec quelques ajustements qui ont été opérés. L'idée du pilier 2, c'est vraiment de proposer un programme européen qui complète ce qui est déjà fait au niveau national et qui est, comme valeur ajoutée, au-delà de la collaboration, qui évidemment est permise par ce projet européen, comme vous le connaissez aujourd'hui et comme vous le fêtez aujourd'hui, au-delà de cet effet de collaboration européenne, ce que nous souhaitons aussi avec ce pilier 2, c'est de travailler beaucoup plus à travers les secteurs, à travers les disciplines scientifiques bien entendu, c'est déjà largement le cas aujourd'hui, mais à travers les secteurs, les grands secteurs, pour faire émerger des priorités européennes à travers ces secteurs.
Donc on a notamment construit les priorités autour de 5 pôles, 5 clusters, santé, société, industrie et digital, énergie, transport, climat et ressources naturelles et environnement. Et la discussion a été une discussion assez compliquée pour confirmer, mais aussi pour modifier cette structure. Et les ministres ont estimé qu'il était utile de rajouter des priorités. Donc il y aura maintenant en plus un pôle transport, qui donc en quelque sorte est désagrégé du pôle climat, énergie, transport. Donc on aura un pôle climat, énergie et un pôle transport. Et le pôle sociétal est aussi divisé en deux, entre un pôle qui concerne davantage la recherche en sciences sociales et humaines et un pôle qui concerne davantage la recherche liée à la migration ou à la sécurité de nos sociétés. Donc ça, c'est des changements qui ont été faits par les ministres. Je regrette personnellement, enfin personnellement, j'ai rien à regretter personnellement, je suis pas ici à titre personnel, je regrette institutionnellement le fait qu'on ait maintenant un pôle transport isolé des questions climatiques et énergétiques. Dans notre proposition, c'était une seule approche, parce que j'estime que les questions et les solutions dans le domaine du transport sont largement en interface avec l'énergie et largement dans une question climatique. Alors bien entendu, pas de manière exclusive, et la construction de ce pilier 2 est aussi destinée à trouver des priorités transversales au sein des piliers, mais aussi à travers les piliers. Donc pour moi, le transport ou la mobilité, ça doit se concevoir effectivement jusqu'au digital, jusqu'à la bioéconomie, mais dans un ancrage qui ne doit pas être un ancrage isolé, mais un ancrage qui permet de travailler aussi sur les questions climatiques et en phase avec la politique énergétique. Et pour tout vous dire, cette approche, donc celle de la Commission européenne qui a été amendée par le Conseil, c'est une discussion qui a eu lieu d'abord au sein de la Commission européenne. Est-ce qu'il faut effectivement regrouper les grands domaines? Est-ce que c'est comme ça qu'on fera de la meilleure recherche, qu'on fera de la meilleure innovation et qu'on sera mieux capable d'investir dans des solutions pour les grands défis de nos sociétés? On a abouti à la proposition que je vous décrivais. Mais au-delà de la proposition elle-même, on a aussi décidé au sein de la Commission qu'il sera beaucoup plus efficace de travailler collectivement. Et pour la mise en œuvre de ce pilier 2, aujourd'hui, vous avez dans Horizon Europe plein de lignes budgétaires gérées par plein de gens à la Commission. Plusieurs de mes collègues dans d'autres directions générales. Tous mes directeurs aujourd'hui ont des lignes budgétaires. Alors on fait ça de manière, j'espère, assez intelligente, mais ça reste quand même très éclaté. L'approche d'Horizon Europe est précisément de regrouper pour avoir plus d'impact et vraiment trouver les sujets où on a de la valeur ajoutée par rapport à ce que vous faites au niveau national, et on le fait de manière totalement intégrée. Donc plus personne à la Commission aujourd'hui n'a sa ligne budgétaire, ce qui oblige tout le monde à travailler effectivement ensemble pour identifier les priorités de cette recherche. Et pas uniquement les collègues qui auparavant géraient de l'argent, mais à nouveau, pour revenir sur le pilier climat, énergie, transport, c'est évidemment mes collègues de ces trois services, mais vous avez aussi la direction générale GROW, vous aurez les collègues de l'environnement, de la DG Agriculture. Donc c'est vraiment un effort collectif qui, j'espère, nous permettra, avec vous, d'identifier de meilleures priorités pour la recherche européenne. Voilà, donc on a vraiment bien avancé. Encore deux choses à vous dire avant que le temps qui m'est imparti ne soit irrémédiablement écoulé. C'est d'abord que les ministres ont aussi débattu de la question de ce qu'on appelle à Bruxelles le Innovation Divide. Donc le fait qu'on ait effectivement des systèmes de recherche et d'innovation de qualité et de financement très divers en Europe, avec certains États membres extraordinairement performants, d'autres qui le sont très peu pour des raisons historiques, et ce qui suscite aussi une tension, ce qui suscitait une tension entre les États membres tenant du principe de l'excellence, qui est aussi le principe cardinal de la proposition de la Commission, et ceux qui pensaient que Horizon Europe pouvait aussi se mettre en œuvre sur une base plus géographique. Donc cette tension très forte au moment de l'adoption d'Horizon 2020, je pense, a été politiquement largement surmontée. Et c'est en partie, je pense, le succès aussi de la présidence autrichienne qui a été capable de faire constater aux ministres
des pays qui voulaient une approche plus géographique. Ces ministres ont dit très clairement en septembre, et l'ont confirmé la semaine dernière, que c'est le principe d'excellence qui permettra à tout le monde d'aller vers le haut. Donc là, je pense qu'il y a maintenant un très large consensus, mais aussi le constat fait par les ministres des États membres qui ont des systèmes de recherche très performants, hein, y compris Madame Vidal, que ces écarts de capacité entre États membres n'étaient pas qu'un problème national, mais étaient aussi un affaiblissement de la capacité collective de l'Europe à agir en matière de recherche et d'innovation, à la fois en termes d'effet de masse, hein, et de seuil au niveau international, bien entendu, mais aussi parce que l'impact de la recherche européenne, elle a besoin, pour être réelle, d'une vraie diversité, donc 27 systèmes qui fonctionnent, mais aussi parce que les résultats de la recherche et de l'innovation se font aussi encore souvent dans un système national, et que ce qui ne se fera pas dans certains États membres ne se fera plus au bénéfice de l'ensemble de l'Union européenne. Donc il y a eu là aussi un progrès politique très important qui s'est traduit aussi par quelques modifications utiles dans la proposition Horizon Europe qui permettront, je pense, de mieux travailler ensemble. Mon tout dernier point, c'est de vous inviter à vous préparer à co-créer la mise en œuvre d'Horizon Europe. Je vous disais que ce pilier 2 est construit de manière très différente par rapport à Horizon 2020, sur cette base transversale, à travers ses pôles et à travers ses secteurs. C'est dans cette partie-là que la Commission européenne propose d'organiser le travail sur les futurs partenariats. C'est à partir de ce pilier 2 que se discuteront aussi les futures missions sur la recherche européenne. Mais surtout, la Commission européenne, dans sa proposition, n'a pas souhaité rédiger de manière détaillée et prescriptive les domaines d'intervention de ce pilier 2. Ce que nous souhaitons faire, c'est de les préparer avec les administrations nationales, évidemment, mais aussi avec l'ensemble des acteurs de la recherche. Donc, dès que les ministres et le Parlement européen auront pu engager leurs négociations, puisque, comme vous le savez, tout ça se décide en codécision entre Parlement et Conseil, et en trilogue, puisque évidemment la Commission fait partie du processus. Une fois que les trois institutions auront pu agréer l'architecture générale du programme, la liste des futurs partenariats, des futures missions, nous serons à ce moment-là en mesure, avec l'administration française ici en France, avec l'administration allemande en Allemagne, et de manière collective au niveau européen, d'engager un processus de préparation d'Horizon Europe, où nous souhaitons effectivement co-créer les priorités d'Horizon Europe avec vous. J'espère vivement que ce travail pourra débuter au printemps 2019. Le calendrier institutionnel est serré, donc ça reste à confirmer, mais la perspective est réelle aujourd'hui après le succès vendredi dernier, ce qui permettrait alors de travailler tout au long de l'année 2019 pour préparer ces partenariats, ces missions et identifier ensemble les priorités que nous mettrons en œuvre dans Horizon Europe, en cohérence évidemment et en complémentarité avec ce que la France, l'Allemagne et tous les autres États membres font au niveau national. Merci. Alors, Monsieur Paquet, vous êtes ouvert à la discussion. Je vais vous frustrer un petit peu. On va poursuivre notre table ronde et puis on vous ouvrira ensuite les micros pour que vous puissiez discuter directement avec Monsieur Paquet, mais aussi avec les deux autres intervenants de la table ronde que je vais inviter à venir me rejoindre, s'il vous plaît. Il s'agit de Madame Susan Berger et Monsieur Jean Chambaz. Je vous serre la main également. Voilà. Oui, alors Madame Berger, vous parlez très bien français, but for your comfort, I will speak in English if you don't mind. Okay. So you're in charge of the European and International Cooperation at the Federal Ministry for Education and Research in Germany. And we would like you to share your views with us about what's at stake with Horizon Europe. Merci bien, merci de m'inviter à cette occasion. On n'a pas un événement comme ça en Allemagne, pas encore, mais on va lancer l'année prochaine
un événement pareil qui est nommé Prix Dahrendorf, et on va voir si c'est un événement aussi bien géré par le vôtre. Alors, I continue in English because I've lived too long in Brussels to speak proper French, so I'm sorry for that. First, I want to congratulate the colleagues and you all for this occasion. And of course, in Germany, we have the same feeling that we have to do something to increase the already very good participation of Germany for the next periods, and to make sure that German researchers and German industry still likes to participate in Horizon Europe as well as they do now. Do you have any doubt? Yes, we have some, because we see, unfortunately, we see a decrease of German industry participating in the program. And we see that sometimes our researchers say, oh, it's much more easy to get German funding than European ones. So we have to encourage people to take part. And that's where we are working off. That also means that a lot of some complaints that we also heard in the discussion round before, we have to tackle together with the Commission to make access even easier, especially for small and medium-sized enterprises, for newcomers, and that will be a big task for us all. But first of all, I want to highlight the German-French cooperation in the program, which is really an excellent one. In half of all projects that Germany and France are getting, they work together. And I think the latest figure was about 14 billion euros are taken by German and French projects where they work together. And of course, we have a very good bilateral cooperation. And I think in these times that were already described as being very complex and difficult in Europe, it's more and more important that Germany and France work together closely, not only on the government level. What we do already we work very close together in designing our, let's say, our directives for the new program, but also that our researchers and our industry is getting even closer together. I think this is important in these times, and that's what I always try to push also our people to say, please look at France as our neighbor, it's our biggest export country, so please, let's work together even more closely. I just want to address a bit like what Jean-Éric already said, 3 subjects. The first is, I would like the European added value, which even if we have a very, very big European research program, it's still only not even 10% of all the money that's spent for research in Europe. So when we have a European program, we have really to look for the European added value. And what we see a bit with regret is that the bigger the program became, member states tended to decrease their national funding. And so I think this is not a good development, because European money is not a substitute for national money. It should be something different. It should be on a level where the European added value is clear. And just to make a small remark, that's also that Germany had some difficulties with the PMÖ instrument, with the SME instrument, because we thought all this mono-beneficiary with this single participation is probably not really the European added value, but this is a discussion I don't want to have now. So I think that the missions, for example, the concept of missions could be a real, let's say, a real new approach to European added value, because these are missions that we cannot do alone as a country. So this might be a good, and also the European Innovation Council in its new form might contribute to a larger European scale than we could do alone. Secondly, that's what Jean-Éric also addressed, excellence, the principle of excellence. Of course, this is something where France and Germany are very strict. We only succeed in being competitive when we do excellent research. And the European program should be a window of European excellence. But we also see that excellence is spread widely in Europe, but not everywhere to the same extent. And how to treat the concerns of weaker countries, where the excellence is not yet that well developed. This might be one of the big subjects that's coming up during the next council. We had it already at this council, and we have to
look for a fair balance, I must say. Of course, some of the concerns of these countries are well-founded, and we have to give an answer to them. Else, we have to close the gap. But, of course, and that's what our Minister and State Secretary already said, it's also on their behalf that they have to care for bringing up their research excellence with the help of structural funds, and so it's the first and foremost obligation, and we can help, and the European Commission can help, but we should keep to the principle of excellence. And the last point I want to address now is visibility. I mean, today we are here to give more visibility to what we are doing in Europe. But when you go up to the streets, not many people will know about our program, and even if you go to the political level, too few politicians are aware what we are doing in Europe in the research. And so we have to work on this. We have to give much more examples what the outcomes are of our research cooperation. And sometimes this is not that easy. I remember a meeting with the European Parliament, and then the parliamentarian said, please give me the example of the 20 best European projects of FP7 at that time. It was pretty difficult. And so we have to work internally. We have to find out which are really the highlights, the stars of our cooperation, to make them more visible. And then we have to go to a better outreach. We have to use social media much more. We have to integrate especially the young audience to show what the benefits of the European cooperation in research and innovation is. And I think this is a task where we are still at the beginning to be really good at. So these are the points I would like to raise, but I'm open for any other questions. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Madame Berger. Je m'excuse pour parler anglais. No problem at all. Merci beaucoup. Ah oui, I should speak in German, I'm sorry about that. Monsieur Chambaz, on va vous entendre. Vous êtes président de Sorbonne Université et président de la Ligue européenne des universités de recherche intensive, l'ERU, réseau de 23 universités où se pratique effectivement une recherche très intensive et qui a été fondée en 2002. Oui, bonsoir, bon après-midi à tous. En tant que Sorbonne Université, nous sommes le 4e opérateur de recherche français pour le bilan dans le programme cadre, mais je vais essentiellement m'exprimer au nom de la LERU et pour ne pas répéter ce qu'a dit Susan Berger, prendre un autre angle d'attaque plus questionnant par rapport à la présentation très, très belle que nous a fait Jean-Éric, mais qui néanmoins contient encore pour nous quelques points d'incertitude ou quelques points de discussion. Avant cela, je voudrais dire, dans la ligne de ce qu'a dit Suzanne, c'est que l'Europe et le programme cadre ne peut pas être considéré comme un guichet, car l'Europe est notre horizon. Le développement économique, social, intégré de l'Europe est notre horizon pour demain, et on n'a pas d'avenir, on n'a pas de plan B, et on voit bien avec le Brexit combien ceux qui croyaient à un plan B sont en difficulté, et nous posent des difficultés en retour. Donc le développement de l'Europe est vraiment central dans le développement de nos pays et de nos activités. De ce point de vue, je suis très heureux de saluer la fermeté de la ministre française dans les discussions du Conseil des ministres qui ont abouti à un compromis, comme l'a dit Jean-Éric, mais non sans mal, et notamment sur le domaine de l'excellence. Évidemment, il nous faut une Europe intégrée, il nous faut une Europe de la recherche plus intégrée, il nous faut assurer le développement équilibré et cohésif ou cohérent de l'Europe, mais sans compromis sur l'excellence, pas par obsession de l'excellence, comme on a pu la connaître en France il y a quelques années, mais simplement parce qu'il n'y a que ça qui marche. Si la recherche n'est pas excellente, elle ne produit pas de nouvelles connaissances et elle ne permet pas des innovations, dont des innovations de rupture parfois. Et de ce point de vue, le débat n'est pas clos avec une tendance du Parlement européen. On connaît le rapport de Dan Nica, l'un des deux rapporteurs, qui est le rapporteur roumain, qui très clairement milite pour en rabattre sur l'excellence. Donc je crois que la réaffirmation, même si on regrette à la LERU
que le financement de l'ERC, enfin du pilier 1 de l'ERC, du programme Marie Skłodowska-Curie, n'est pas augmenté suffisamment dans Horizon Europe, qu'on reste sur les critères qui ont fait leur succès est quelque chose d'essentiel. Mais comme l'a dit Suzanne, ça ne nous prive pas de réfléchir à mieux travailler à ce que la Commission appelle le twinning et teaming, et en voyant deux aspects. Le premier, c'est qu'il faut travailler en cohérence à construire des capacités de recherche en ressources humaines au niveau européen, et évidemment basées sur l'excellence. Et d'autre part, il faut mettre les pays d'Europe centrale et d'Europe du Sud face à leurs responsabilités. L'attractivité des meilleurs chercheurs européens dans leur pays, c'est aussi les conditions qu'ils font aux chercheurs dans leurs institutions pour les attirer et pour les retenir. Et là, je crois qu'on n'est pas allé encore au guichet européen pour rajouter ce qu'on ne fait pas en effort national. Et nous avons, nous, à construire des task force européennes, et une partie des projets le permettent. Peut-être que dans quelques années, ce qui démarre bien curieusement et bien petitement avec l'appel à projet des universités européennes, quand il aura un volet recherche, aidera à créer ces espaces, ces plateformes de libre circulation de capital humain entre les différents pays d'Europe, mais en tous les cas sans compromission sur l'excellence. Le deuxième point dans l'ordre de Jean-Éric, c'est l'innovation. On ne comprend toujours pas ce qu'est l'EIC, et je voudrais être en phase avec les critiques que présentait Agnès Maillard tout à l'heure. Alors je ne crois pas que ce soit parce qu'il y a l'EIT qui est géré par la DG Éducation, ce qui est une absurdité, due à une DG française à l'époque. Il faut le reconnaître, hein, balayons dans notre porte, mais c'est pas parce qu'il y a l'EIT à la DG Éducation qu'il fallait l'EIC à la DG Recherche. Je crois que les outils sont mal nommés. Évidemment, on a besoin d'aider à l'émergence de licorne européenne. Personne ne pourrait le nier, et on a besoin d'aider au développement. Mais ça ne s'appelle pas de l'innovation. Ce n'est pas le stade d'innovation. Ça devrait s'appeler soit l'ELC, soit l'EBC, donc l'European Licorne Council ou le European Business Council, mais sûrement pas l'European Innovation Council. Agnès a parlé de l'expérience des KIC, on le connaît, on est dans 3 KIC, nous, à Sorbonne Université, ici. C'est intéressant, c'est un peu lourd, mais c'est extrêmement intéressant. En tous les cas, ça a permis de développer des contacts entre les entreprises, les institutions de recherche et d'enseignement de manière extrêmement fructueuse. Mais on voit bien qu'une des frustrations que nous avons, nous, universités de recherche, c'est que finalement, le programme CAD, comme d'ailleurs en France, ne nous exploite pas assez pour le développement économique et social de l'Europe ou des pays. Les universités de recherche sont de merveilleux et uniques intégrateurs de recherche, d'innovation et de formation. Nous formons, et pas par centaines, mais par milliers, au niveau master et au niveau doctorat, les cadres de l'économie de demain et d'après-demain. Et nous les formons au contact de la meilleure recherche, au contact de l'innovation, à l'entrepreneuriat. C'est un capital extraordinaire. Nous avons tous, dans nos domaines différemment, avec les entreprises, avec les collectivités territoriales, créé des écosystèmes de l'innovation autour de nos universités. Et là, l'équilibre entre cette European Licorne Council cher au commissaire Moedas et le soutien à des institutions à construire des écosystèmes d'excellence n'est pas bien posé aujourd'hui, nous semble-t-il, dans le pilier 3. Pour le pilier 2, on vous prend au mot. Et on espère bien effectivement que les discussions sont encore ouvertes, parce qu'on a quelques préoccupations. D'une part, dans l'équilibre des moyens mis sur les différentes missions, sur les différents grands ensembles. On est perplexe. On est perplexe sur une vision encore instrumentalisante des sciences humaines et sociales. Les sciences humaines et sociales ne sont pas là simplement pour donner sens aux sciences de technologie, mais c'est aussi pour comprendre où en est l'Europe, pour comprendre à travers son histoire, à travers l'étude de ces sociétés d'aujourd'hui, à travers les cultures, les civilisations, les langues, où on en est et comment on peut
confronter et dépasser les blocages d'aujourd'hui. L'Europe est un continent de migration permanente. Tous les peuples d'Europe sont constitués de migration et on est aujourd'hui face à un blocage complet sur une migration d'un autre type, moins acceptable apparemment par les populations européennes aujourd'hui et qui néanmoins peut construire et renforcer le développement de l'Europe. Donc là, c'est vraiment un champ énorme pour les sciences humaines et sociales qui n'est pas simplement en addition de l'acceptabilité des transformations technologiques qui sont bien évidemment aussi à faire. On a besoin des deux et on a besoin d'affirmer les deux. Et puis, le dernier point par rapport au pilier 2, c'est la réaffirmation que, bien sûr, il faut des grandes missions, bien sûr, il faut des grands défis, il faut mobiliser les forces de recherche et d'innovation européenne là-dessus, mais si l'innovation, et plus particulièrement l'innovation de rupture, se programmait, ça se saurait depuis longtemps. Et donc, la question c'est la place dans ces programmes de la recherche d'amont et l'équilibre entre la recherche d'amont, le lien avec la demande sociale, la demande des entreprises et l'innovation. Et puis le dernier point, j'aimerais tant croire Jean-Éric quand il dit que la Commission ne travaille plus en silo, mais là on n'a pas besoin, c'est comme pour l'amour, on n'a pas besoin de paroles, on a besoin d'actes. Et donc nous espérons bien qu'à travers Horizon Europe, nous pourrons voir enfin que nous ne sommes pas face, ce qui nous arrive aussi dans nos pays, à des administrations en silo et que, notamment pour les universités de recherche ou les établissements de recherche, bien on travaille intelligemment ou on est appelé à travailler intelligemment par l'ensemble des DG à qui nous pouvons rendre service, puisque le rôle d'université depuis quelques centaines d'années, c'est quand même de contribuer au développement économique, social et culturel du continent. Ah, monsieur. Je ne sais pas que vous avez un rôle pivot là dans cette table ronde. Il y a des questions qui vous sont posées à gauche et à droite, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Merci beaucoup, Suzanne et Jean. Merci beaucoup pour vos commentaires et Jean pour vos commentaires un peu plus pointus effectivement et je pense très utiles. Voilà, on avait répété à Dublin, mais là vous avez été un pas plus loin, ce qui est bien. Un cran au-dessus. Ce qui est très bien, vous jouez à domicile, ce qui est très très bien. On monte en puissance. Et je pense que, et globalement, je ne pense pas qu'on soit fondamentalement en désaccord, mais il y a peut-être quelques nuances que je peux essayer d'apporter. Alors d'abord sur l'excellence, je crois que là, en revanche, on a vraiment changé au Conseil des ministres. Vous avez mis le Parlement en avant, vous avez raison de le faire. Mais aussi au Parlement européen, la discussion sur la manière dont un programme européen de recherche ajoute de la valeur à ce qui se fait au niveau des États membres et la manière dont il doit être mis en œuvre, la question, elle est maintenant derrière nous. Le principe d'excellence, il est clairement accepté par l'ensemble des participants, y compris par les représentants parlementaires ou ministériels d'États membres où effectivement le système de recherche et d'innovation est plus fragile et aujourd'hui moins compétitif. Comme Suzanne le disait, l'idée que c'est d'abord une responsabilité nationale, c'est parfaitement accepté. Et de fait, il y a énormément d'efforts faits, y compris dans la gouvernance de l'espace européen de recherche, pour accompagner cet effort national. Que l'excellence soit la seule façon de faire émerger la véritable science et la recherche d'impact, c'est un concept qui est aujourd'hui parfaitement intégré dans tous les systèmes, dans les 27 systèmes dans l'Union européenne. Donc on est vraiment par rapport à il y a 5 ans et à cette discussion qui a été apparemment douloureuse sur Horizon 2020, on a vraiment fait un pas en avant que je trouve personnellement très remarquable. Et je le trouve d'autant plus remarquable que tout le monde, je le disais tout à l'heure et vous permettez-moi de le répéter, que tout le monde au Parlement européen comme au Conseil estime qu'il y a aussi une responsabilité collective et un enjeu collectif à voir émerger 27 systèmes de recherche et d'innovation de grande qualité. Alors maintenant, ça c'est de la politique. Ce qui compte effectivement, c'est les instruments et les dispositifs. Et dans Horizon Europe, d'abord dans notre proposition, mais aussi dans le résultat des travaux au Conseil, rien ne remet en question le principe d'excellence sur le choix des propositions. C'est le principe excellence et impact, bien entendu. Alors, c'est bien reçu, d'accord, parfait.
En revanche, un effort important sera fait pour mieux lier les institutions de recherche partout en Europe, en amont de la préparation des propositions, pour laisser à tout le monde, pour donner à tout le monde la visibilité et la possibilité, avec ces points d'excellence qui existent partout dans l'Union européenne, de pouvoir effectivement travailler ensemble. Alors, sur l'innovation, je suis aussi, Jean, d'accord avec vous pour dire que le Conseil européen de l'innovation, ce n'est pas le monopole de l'innovation. Ce n'est pas la construction du Conseil européen de l'innovation. L'innovation se trouve partout, dans les dispositifs régionaux, universitaires, nationaux et européens. Mais si je ne prends qu'Horizon Europe, l'innovation, c'est le proof of concept de l'ERC. L'innovation, c'est la recherche appliquée dans les consortiums. L'innovation se trouve dans les partenariats. L'innovation se trouve bien entendu et de manière très ciblée et très ambitieuse dans beaucoup des KICS de l'EIT. Et cette innovation-là, elle a besoin de continuer à se développer. Et l'EIC ne remet ça en aucune façon en question. Ce que le Conseil européen de l'innovation va essayer de faire, c'est d'abord de créer un instrument qui n'existait pas. C'est l'accélérateur. Cet instrument n'existe pas aujourd'hui. Il est effectivement bien doté d'un point de vue budgétaire, permettant un véritable effort au niveau national pour faire émerger des champions économiques, mais aussi des champions de l'innovation. Et ce qui se produira, j'espère aussi, c'est que la création du Conseil européen de l'innovation sera un point d'ancrage ou une plateforme pour que l'ensemble de ces dispositifs ou de ces écosystèmes puissent un peu s'ordonner. Alors, je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas que le Conseil européen de l'innovation soit le grand gosse plan de l'innovation en Europe. Même mes collègues n'en seraient pas capables. Mais l'idée, je pense, serait autour du Conseil européen de l'innovation de permettre aux écosystèmes de se parler, de s'articuler, à la fois parce que ça permettrait des complémentarités, des cohérences dans les soutiens. C'est ce que disait Suzanne tout à l'heure. Les programmes nationaux doivent être un peu le marchepied du programme européen, et ce n'est pas toujours le cas. Donc cette mise en cohérence, mais peut-être de façon plus importante, je pense que cette mise en cohérence des écosystèmes, ce serait aussi le signal aux innovateurs qu'ils ne sont pas contraints par l'espace économique de leur écosystème. Donc ils n'ont pas besoin de rester dans une région, dans un État membre, mais que leur écosystème, c'est finalement le marché intérieur. Et mettre en réseau ou en cohérence les écosystèmes d'innovation, c'est aussi l'une des ambitions du Conseil européen de l'innovation qu'on espère évidemment faire avec les universités. Le budget n'est pas encore décidé. Ça, c'est le seul point. C'est un point que je n'ai pas dit, aucun d'entre nous l'a dit aussi bien que vous, Jean. C'est clair qu'à ce stade de la discussion, le futur cadre financier pluriannuel reste à établir. Je vous ai mobilisé tout à l'heure, et ce sera le cas à un moment, en 2019, j'espère. Et à ce moment-là, le budget disponible pour Horizon Europe sera connu. Et à ce moment-là, bien entendu, les discussions seront sans doute un peu moins faciles qu'elles l'ont été jusqu'à présent, parce qu'il faudra soit confirmer les grandes masses proposées par la Commission, soit les faire évoluer. Et c'est effectivement à ce moment-là aussi que un certain nombre de priorités seront à nouveau, je pense, discutées sous l'angle budgétaire. Et je termine très brièvement avec le pilier 2 et les sciences sociales. Dans le pilier 2, vous avez un pôle sur les sciences sociales, dans lequel les questions de démocratie, les questions de gouvernance, l'avenir du projet européen aussi, sont des sujets de recherche. Et ça, c'est une nouveauté par rapport à Horizon 2020, pour les raisons que vous avez dites tout à l'heure. Et par ailleurs, je pense que le processus transversal qu'on veut promouvoir, y compris cette planification stratégique, cette co-création avec l'ensemble des acteurs de la recherche, devrait nous permettre de dépasser un petit peu la difficulté qu'on a en effet aujourd'hui, qui est que cette recherche-là dans Horizon 2020, elle est par construction extrêmement appliquée et très peu fondamentale, très peu en amont. Je pense que la discussion dans cette programmation stratégique, elle doit être finalement dans des secteurs, comment est-ce qu'on travaille à travers les secteurs, qu'est-ce qu'on veut faire en matière d'organisation, est-ce qu'on veut des partenariats, est-ce qu'on veut de la recherche ouverte,
Et pour des sujets transversaux identifiés, est-ce qu'on a encore besoin de recherche fondamentale ou est-ce qu'on va effectivement beaucoup plus et vraiment vers la recherche appliquée? Toutes ces questions qui étaient aujourd'hui dans la négociation de la base juridique d'Horizon 2020, elles ne sont pas préjugées par le texte de la Commission, elles ne sont pas préjugées à ce stade par la négociation ni des ministres ni du Parlement européen, et ce sera donc la possibilité offerte à l'ensemble des acteurs avec nous d'y travailler. Alors, je vous propose de prendre quelques minutes pour vos interventions, vos commentaires, vos questions, et profiter de nos 3 intervenants. Alors, n'hésitez pas à lever la main. Ah, on a une main tout en haut de quelqu'un qui a eu la très bonne idée de porter une chemise blanche, ce qui fait qu'on le voit. Voilà, on va se dépêcher de vous apporter le micro. Si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour, Nicolas Duboulos, conseiller régional Centre-Val de Loire. J'avais une question, un commentaire à propos des questions autour de l'excellence versus aménagement du territoire. On voit bien que c'est des questions difficiles. Et il me semblerait que la notion de spécialisation régionale, de spécialisation intelligente, peut être un élément de réponse aux difficultés que vous avez évoquées, notamment en permettant de concentrer des financements sur des thématiques précises dans les pays est-européens ou dans les régions de plus petite taille. Donc je m'étonnais un petit peu que ça n'ait pas été du tout mentionné par M. Paquet. Donc je ne sais pas si vous avez un commentaire à ce propos. Merci. Non, allons-y. Oui. Vous avez parfaitement raison. C'est par manque de temps que je n'ai pas évoqué la stratégie de spécialisation intelligente qui a été menée par mes collègues du Centre commun de recherche en liaison avec la politique régionale, et où effectivement, comme vous le décrivez très bien, on observe que les États membres de plus petite taille ou les régions qui ont effectivement été au bout de cette logique de spécialisation intelligente, qui ont vraiment fait l'effort d'analyse de leurs forces et de leurs faiblesses, et qui ont su ensuite concentrer leurs efforts sur un nombre plus limité de domaines, ce qui ne veut pas dire en exclure entièrement d'autres, mais faire un vrai effort de concentration. Et moi, j'ai pris fonction le 1er avril, et à ce moment-là, j'avais dit que j'irais dans tous les États membres avant la fin de l'année. J'y suis pas tout à fait, mais j'en ai quand même fait 20 entre-temps. Et j'ai vraiment observé des contrastes très forts entre ceux qui l'ont fait complètement et ceux qui l'ont fait de manière plus formelle. Et donc je crois beaucoup à ce processus qui prend cette forme-là dans la politique régionale, qui peut prendre d'autres formes, notamment dans le cadre de la programmation d'un instrument comme Horizon Europe, mais qui doit effectivement permettre à l'ensemble des acteurs de se positionner et d'être complémentaires. Alors j'en ai peut-être pas tout à fait parlé parce que le travail entre direction générale et à travers les silos n'est pas encore totalement abouti. Je n'ai pas réagi à ce point-là de Jean, vous m'y faites penser. Et Jean a évidemment raison, et il fait référence en particulier à mes discussions avec ma collègue directrice générale de l'éducation et de la culture, qui est en cours pour effectivement que le grand projet des universités européennes ne soit pas qu'un projet d'université qui enseigne, parce que le modèle presque partout en Europe, et c'est évident évidemment pour ma collègue aussi, c'est enseignement et recherche, et on est en train de chercher les moyens dans le 2e appel à proposition à la constitution d'université européenne d'avoir aussi cette dimension recherche pour donner ce message-là aujourd'hui et pour permettre ensuite demain aux programmes comme Erasmus ou Horizon Europe de travailler beaucoup mieux ensemble, que l'espace de l'éducation et de la recherche soit organisé de manière beaucoup plus cohérente en Europe. Il y a encore à faire, mais la direction est donnée. Alors, le micro vient jusqu'à vous. Merci beaucoup. Claudine Herman, présidente de la plateforme européenne des femmes scientifiques, aussi connue sous le nom d'IPWS. Donc, je ne vais pas parler des femmes et de la place du genre dans le programme cadre en préparation, mais je voudrais demander où en est le programme SWAFS, Science with and for Society, qui est dans Horizon 2020, qui n'apparaissait plus dans le premier projet Horizon Europe. Où en est-il actuellement? Si M. Paquet peut nous éclairer là-dessus. M. Debré me dit de faire des réponses très courtes, donc je vais le faire. Il n'y est plus, donc ne le cherchez pas, il n'est pas dans la proposition. En tant que tel, les actions que nous soutenons aujourd'hui dans SWAFS sont très largement dans le pilier
sociétales hein, dans le pilier 2, et notamment dans les domaines d'intervention autour des questions de société, de démocratie et de gouvernance. Et c'est de cette façon-là qu'on pourra être en grande continuité, mais pas en continuité totale avec le programme SWAFS. Il y a quand même des modifications entre Horizon 2020 et Horizon Europe. Une dernière interrogation de monsieur devant, s'il vous plaît. Bonjour, Didier Michel, directeur de l'AMSTI, le réseau des acteurs de la culture scientifique en France. Je vais dans la continuité de la question précédente. Est-ce que vous pourriez vraiment préciser plus la manière dont vous voyez cette intervention, ce lien avec la société, avec les citoyens, l'engagement des citoyens? Parce que votre réponse ne semble pas aujourd'hui nous satisfaire, que ce soit en France et au regard aussi de l'action au niveau des acteurs européens. Aujourd'hui, en France, on accueille 15 millions de visiteurs chez les centres de sciences, les musées, etc. Ce lien avec la société civile est primordial. La réponse aujourd'hui des éléments que vous avancez ne semble pas satisfaisante pour continuer à créer ce lien avec la société et les citoyens. Ok, d'accord. Je vais essayer, mais je ne vais pas non plus forcément vous satisfaire entièrement, en tout cas pas maintenant. Je vais vous faire deux réponses, hein, et je vais vous en faire trois. La première, c'est que je n'ai pas nécessairement ici et maintenant tout le détail qui me permettrait de vous satisfaire. Je ne suis pas sûr qu'il soit dans la proposition en tant que tel, hein, mais je ne l'ai pas disponible maintenant. La question de l'engagement citoyen, quand même. Ouais, la mais l'engagement citoyen, il n'y a aucun doute là, sur la direction, mais c'est pas ça la question. La question, c'est comment nous on peut contribuer avec vous et financer ces établissements. Et ça, j'ai pas la réponse aujourd'hui. À la fois, mais par ailleurs, le processus de planification stratégique, quand on commencera à discuter de ces domaines d'intervention, ces questions-là vont émerger. Donc faites-les émerger. Faites-en des priorités. Mais deuxièmement, je pense qu'il faut aussi regarder le programme Horizon Europe à nouveau dans son articulation avec ce qui se fait au niveau national. Et je pense qu'une partie de la réponse est de la responsabilité nationale d'abord. Et le programme européen doit compléter aussi un effort national. Donc ces trois éléments, je n'ai pas forcément tout. Venez dans la programmation stratégique. Et je pense qu'il y a aussi encore à faire beaucoup au niveau national. Mais pour ce qui est de sciences et sociétés, en revanche, c'est absolument construit, le programme Horizon Europe et toute la démarche de la politique européenne de recherche, elle est faite pour les citoyens, et j'espère aussi davantage avec les citoyens. Et là, ce n'est pas uniquement une question d'activité pour engager les citoyens. Le vrai enjeu pour moi, et vous pourrez certainement nous y aider, c'est de faire en sorte que les citoyens soient dans cette discussion sur le futur des priorités de la recherche européenne. Pas uniquement sous l'angle SWAFS, hein, mais dans l'ensemble du programme. C'est ça qu'on espère aussi réussir. Alors, je ne prétends pas qu'on va consulter 500 millions d'Européens, mais je pense qu'il est possible de construire des processus de co-création avec vous qui permettent effectivement aussi aux citoyens, par votre intermédiaire ou par l'intermédiaire d'autres organisations de la société civile, de contribuer, des usagers aussi, de contribuer pour qu'effectivement les priorités de la recherche européenne soient vraiment en phase avec les attentes des citoyens. Alors on voit ce programme Horizon Europe prendre forme progressivement sous nos yeux. Il est en gestation, beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations, peut-être parfois d'inquiétudes. Vous n'avez pas toutes les réponses, mais en tout cas vous êtes ouverts au dialogue et vous invitez à ce que le plus grand nombre participe à la réflexion. I would like to thank you very warmly, Mrs. Berger, for being with us this afternoon. Merci Monsieur Paquet, merci Monsieur Chambaz. On se retrouve dans 20 minutes. Nous sommes en train de reprendre notre retard. On se retrouve dans 20 minutes, donc à 16h50, pour la suite, la troisième table ronde consacrée au plan d'action renforcer la participation française et bien sûr la cérémonie de remise des étoiles de l'Europe. À tout à l'heure. Merci encore à tous les trois.